Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une première émission printanière de l'année. On va dire au revoir à l'hiver avec la fin des patinoires, les patinoires de Gland, la patinoire de Nyon. On reçoit le responsable aujourd'hui pour faire le bilan. On va également aborder le challenge Piston Bully qui a eu lieu entre mardi et jeudi au Rousse. C'est une compétition de dameurs, on verra ça un peu plus tard. Mais pour commencer, on va revenir sur la 5e édition de la Vélo Pau d'Aule qui a eu lieu ce dimanche 17 mars. Philippe Vasser, tu en es l'organisateur, bienvenue. Merci. Philippe Vasser, rapidement, c'est quoi le concept de cette course un peu particulière ? Alors c'est un triathlon des neiges un peu original où on doit relier la plaine au sommet de la Dôle en partant à pied, 7 km de course à pied, suivi de 15 km de VTT avec les skis, de ski alpinisme sur le dos, les bâtons ainsi que les chaussures. Et on arrive à Couvalou pour terminer une montée à la Dôle en peau de phoque. Une idée originale qui a émergé en 2015. Comment est-ce qu'elle est venue cette idée ? Il y a 5 ans, on a décidé avec un copain d'organiser cette course en voyant des gens faire du ski de randonnée et en bas en plaine des gens qui étaient en short t-shirt en train de faire du VTT. Donc ça nous a donné l'idée de faire un peu une course originale dans notre magnifique région. Et ça a commencé petit à petit. Lors de la première édition, il y avait une vingtaine d'inscrits. Ouais. Et puis 5 ans après, il y en a déjà plus de 200. Parle-nous des chiffres de cette année. Oui, alors cette année, 225 inscrits. C'est la première année où il y avait 20 femmes inscrites en solo, 115 hommes et la possibilité toujours de faire cette course en équipe. Donc on avait cette année un record avec 30 équipes inscrites de 2 ou 3 athlètes avec la participation de 6 équipes 100% féminines aussi cette année. On va refaire le parcours de cette course ensemble. On a quelques images de l'année dernière. Ça commence par de la course. C'est 7 km relativement à plat, si je ne me trompe pas, à Trélay. N'est-ce pas? Oui, alors là, c'est dans les bois de Trélay, en dessous du parcours Vita, 7 km, 2 boucles dans la forêt, assez boueux et assez difficile, puisque voilà, il y a toujours beaucoup de boue et voilà, ça commence par 7 km de course et ensuite, dans le parc vélo, on enchaîne avec le ski, on met ses skis et son sac sur le dos pour partir en VTT à l'assaut de Saint-Sergue jusqu'à Couvalou. La montée est de 15 km jusqu'à Saint-Sergue. Voilà. Et puis, c'est une difficulté supplémentaire également d'avoir ces skis sur le dos. C'est encore plus de charge. C'est clairement la partie la plus difficile de la course avec le matériel sur le dos. Le matériel devient de plus en plus léger, mais il faut quand même le porter jusqu'en haut. Et puis, sur la fin, il y avait 2 km dans la neige. Cette année, elle n'était pas tellement gelée, donc c'était aussi difficile par rapport à l'effort fourni en fin de vélo. Puis on finit en peau de phoque, après on descend même à ski. Le tout pour un dénivelé positif de 1300 mètres, c'est une vraie épreuve. À quoi est-ce qu'on peut comparer ça au niveau sportif? L'effort physique, il est c'est un grand triathlon. Après, ça reste des sports difficiles à enchaîner, on va dire. Le gagnant met 2h03 et le dernier met 5h40. Donc voilà, il y a un écart. Le niveau augmente aussi chaque année. C'est une course unique, donc je ne sais pas à quoi la comparer, si ce n'est que c'est un triathlon et voilà, avec des sports un peu de saison, on va dire. Le niveau augmente et puis pour imager ça, on sait que le premier, il fait du sport de très haut niveau également. Voilà, il est apparemment champion de France de VTT cross-country marathon en 2018. Quelqu'un qui venait pour la première fois. Ce qui fait plaisir, c'est que pour la 3e année consécutive, c'est de la même femme, Céline Egère de Tannay, qui gagne la course chez les femmes en solo. En tant qu'organisateur, est-ce que tu sais où est-ce qu'on fait la différence quand on gagne une course comme ça? Il faut être bon partout ou bien il y a vraiment une discipline qui... Je pense qu'il faut être bon dans les 3 sports, particulièrement en VTT. C'est là où ça fait la différence. Et puis, à qui s'adresse cette course? On a parlé des très bons, mais est-ce que tout le monde peut la faire? Tout le monde peut la faire, il faut être bien préparé. Comme je l'ai dit avant, le niveau augmente chaque année, mais ça s'adresse, on va dire, à tout le monde, avec la possibilité éventuellement de le faire en équipe. C'est ça qui est aussi sympa. Après, les gens se préparent de mieux en mieux et c'est ouvert à n'importe qui de la région, sportif, on va dire, qui se prépare à ce challenge. Et si on le fait en équipe, comment ça se passe? C'est tout le temps par 2 ou bien il y en a un qui fait la course? Sous forme de relais. On passe un transpondeur au suivant qui se prépare. Et évidemment, celui qui fait la partie VTT n'a pas besoin de porter les skis de son partenaire au 3e sport, mais ça se fait sous forme de relais, oui. Effectivement, une idée sympa. Est-ce qu'on a déjà des dates pour l'année prochaine? On a bloqué, je pense, à 15 mars, dimanche 15 mars 2020 déjà. Est-ce que tu as des attentes pour
au niveau des inscriptions On notamment? verra, principalement des gens de la région, et puis après, si on peut augmenter, on verra. Après, ça nécessite une autre logistique avec plus de bénévoles. Cette année, nous avions 70 bénévoles qui ont œuvré pour cette course. Donc on verra, il faut que ça reste une compétition à taille humaine et surtout, je pense, dans la région. Donc on va y aller progressivement. Si ça quintuple chaque année, on va arriver à beaucoup de personnes pour la prochaine édition. Oui, il faut que ça continue comme ça, gentiment, voilà, mais sûrement. Merci beaucoup Philippe d'être passé sur le plateau. Et maintenant, place au challenge Piston Bully. Le championnat de France des conducteurs d'engins de damage avait lieu cette année du côté des Rousses. Je vous propose de découvrir ce que c'est cette discipline. Le championnat de France des conducteurs d'engins de damage se tient du 19 au 21 mars aux Rousses. Alors, pour les débutants, c'est quoi un engin de damage? Un engin de damage, c'est un engin qui prépare les pistes de ski pour les skieurs et qui a donc deux fonctions. La première, c'est de faire durer dans le temps le manteau neigeux en compactant la neige, en gardant le froid dans la neige. Et la deuxième, c'est d'en faire une aire très skiable et douce pour les skieurs. Ce challenge Piston Bully, exactement, il a 23 ans. Enfin, 23e édition, il a 24 ans. Et au début, moi, je fais partie de l'aventure quasiment depuis le début. Au moment où j'ai arrêté ma carrière, en 97, le patron est venu me voir et il a dit « Mais nous, on est leader dans le damage. Et toi, tu viens de gagner la Coupe du Monde au général. Tu ne peux pas faire une belle course si tu n'as pas des pistes bien damées. » Et donc, ça lui semblait logique qu'on fasse ça ensemble. Et depuis le temps, on a créé, j'allais dire, plein de passerelles et des choses qui sont communes. C'est un des métiers, j'allais dire, oubliés de la montagne. Les gens, ils sont contents le matin. Ils arrivent, ils skient, c'est bien damé. Et tu vois, tu ne fais pas attention. Mais tu ne fais pas attention à ce qu'il y ait. Il y a des métiers, des gens de la nuit, des gens de l'ombre, qui ont un boulot qui est super important pour la clientèle, pour vraiment, c'est le dernier rendu, quoi. Au-delà de ceux qui sont sur les pistes, tu vois, les sécurités des pistes, etc. Mais dameur, c'est un vrai métier. Et on en fait une compétition, hein. De nombreux conducteurs de dameuses sont réunis ici aujourd'hui pour une compétition originale et unique en son genre. Racontez-nous pourquoi. Alors c'est une compétition qui permet aux chauffeurs de se mesurer. Et l'idée, c'est trois idées majeures. La première, c'est de faire un petit peu des festivités de fin de saison. La deuxième, c'est que les chauffeurs puissent échanger, se rencontrer, discuter entre eux, échanger des expériences. Et la troisième, un aspect un petit peu pédagogique aussi à travers les épreuves, d'améliorer sa maniabilité, la conduite de l'engin, ses connaissances en nivologie, puisqu'il y a des épreuves pratiques, mais il y a également des épreuves théoriques, sur papier des réponses, ou sous les machines pour regarder comment est faite la machine, quels sont ses composants. Voilà, on apprend également et on s'amuse. Expliquez-moi juste un petit peu ce qu'on a pu voir ici. Donc, rien de très impressionnant à l'image, en tout cas cette épreuve, mais pourtant ça compte aussi des points. Venez seulement un peu plus près. C'est quoi qui est important? Comment on fait pour marquer des points? Eh ben, pour nous, ce qu'on voit là, c'est qu'il faut un minimum de connaissance de sa machine, une connaissance mécanique aussi. Donc parce qu'on a des questions aussi bien sur les fonctions de gavage de fraises et d'orientation de lame et tout ça par le biais de tilt, de gavage ou de biais sur la lame. Et puis ensuite, après de la mécanique, parce qu'on nous pose des questions sur tout ce qui est filtre à huile, filtre à gasoil, pré-filtre, les fonctionnements d'AD-Blue qui se fait maintenant pour les véhicules qui sont quand même assez écologiques. Donc du coup, il faut qu'on justifie comment ça fonctionne et leur utilité, quoi. Et comment ça s'est passé pour vous? Ben, apparemment pas mal, parce qu'on a fait bouger le crayon à la fin. On nous a dit, peut-être vous aurez 0 partout, mais voilà, je pense que ça s'est bien passé. Alors Didier, là on est sur si je comprends bien, c'est une épreuve d'agilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe derrière nous? L'épreuve derrière consiste à manier la lame de façon à faire passer une petite extension de la lame entre deux tringles sans les toucher ni les faire tomber. Donc on teste l'agilité du chauffeur sur cette épreuve. Et à cet atelier, on entend le petit bruit de la marche arrière. C'est une épreuve de maniabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là ce qu'est en train de faire le chauffeur? Oui, c'est très difficile. En fait, le chauffeur effectue une marche arrière. Il ne doit pas toucher les jalons. Aucun des éléments de la machine ne doit toucher. Et il faut savoir qu'il a les rétroviseurs masqués, c'est-à-dire qu'il ne conduit pas avec les rétroviseurs. Donc il est obligé de faire vraiment au sens de la conduite. C'est ce qui arrive souvent dans la nature quand on conduit de nuit, l'obscurité, on ne voit pas grand-chose. Il faut quand même arriver à faire parfois sur des chemins étroits, il faut être habile sur la conduite de la machine et sur sa trajectoire.
Les pilotes, d'où est-ce qu'ils nous viennent? Est-ce qu'ils nous viennent absolument de toute la France? Ils viennent de toute la France et même d'Andorre. 54 équipes en alpin, 16 équipes en nordique. Et vous nous parlez d'équipes, parce que ce sont des équipes, c'est pas un seul pilote qui pilote la dameuse. Non, ce sont des équipes de 2, notamment pour les équipes en alpin. Alors en nordique, comme il y a moins de chauffeurs, c'est des équipes d'une personne, effectivement. Mais les 54 équipes sont 2 chauffeurs et ils se relayent aux différentes épreuves où ils se guident l'un l'autre, où ils se pilotent, ils se donnent des conseils et ils s'encouragent l'un l'autre. Est-ce que ce sont leurs métiers, pilotes de dameuse? Oui, bien sûr, ce sont leurs métiers, mais l'hiver seulement, puisque pour la plupart d'entre eux, ils restent en France. Certains font la double saison, Amérique du Sud par exemple, ou Australie, Nouvelle-Zélande et France. Mais la plupart du temps, ce sont des saisonniers qui en font leur métier l'hiver, mais qui ont une autre profession. Ils ont une double qualification, souvent, et 2 métiers. Ils peuvent être maçons, plombiers, conducteurs de pelle, restaurateurs, voilà, divers métiers très variés. Mais ce sont tous des passionnés. Parce que venir à la montagne pour conduire tout seul dans sa machine le soir pendant tout l'hiver, c'est vraiment une passion. Et on se retrouve avec d'autres passionnés saisonniers. Je veux parler de Séverine Badan et Jean-Samuel Guy. Salut les deux. Salut. Vous êtes responsable de la patinoire de Gland pour toi Séverine et de Nyon pour toi Jean-Samuel. Alors Jean-Samuel, est-ce que cette 10e année pour la patinoire de Nyon a connu le succès espéré? Alors tout à fait, on a eu une fréquentation excellente, du même ordre que ces dernières années qui étaient toujours aussi en augmentation. On a estimé à peu près 27 000 visites cette saison, donc pour nous c'est super. Il y a eu 3 500 élèves pour les écoles qui sont venus profiter de la patinoire. Donc pour nous c'est vraiment une super saison. À Gland, est-ce qu'on est un petit peu dans les mêmes chiffres, Séverine? Alors j'ai malheureusement pas clôturé tous les chiffres encore pour l'instant, mais on est en augmentation. De plus, on avait le restaurant cette année, donc ça a amené beaucoup de monde. Beaucoup de monde sont restés pour manger. Effectivement, c'était une nouveauté cette année pour la patinoire de Gland, le restaurant. Et puis pour Nyon, c'était une année spéciale aussi puisque c'était cette 10e année. Qu'est-ce qui a été organisé pour fêter ça? Alors cette année, on a fait beaucoup de choses pour marquer cet anniversaire. Ça nous tenait à cœur de vraiment marquer le coup, que les Nyonnais et la région puissent profiter de ce genre d'événement. On a organisé 3 silent disco cette année. On a organisé également un gala de patinage artistique. D'ailleurs, on a des images de ce gala avec une magnifique organisation, hein, tout un jeu de lumière. Et on imagine que ça, c'est notamment toi qui dois gérer en tant que responsable de la patinoire. C'est ça, c'est en tout cas moi qui mets en place le projet, qui démarre ça, qui fixe ça avec les monitrices de patinage artistique, justement, pour organiser ensuite l'engagement des danseurs, des patineurs, patineuses. Et forcément mettre en place la logistique afin que tout fonctionne le jour J. Donc c'est toujours des challenges en plus, mais toujours un grand plaisir à faire. Et c'était une première pour ce gala. Est-ce qu'on envisage déjà de refaire ça par la suite? Alors, on a toujours une volonté de faire des choses. On n'a pas encore tout à fait fini les bilans, donc justement là, on va encore un petit peu établir. Et puis, il faudra que je regarde surtout avec les monitrices de patinage artistique, voir aussi leur temps, leur motivation. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps à organiser, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est dans la volonté, c'est sûr. Ensuite, il faudra voir quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on arrive à faire. Et à Nyon, hormis ce gala de patinage artistique, qu'est-ce qui a été organisé en plus au niveau des événements marquants de l'année? Alors, au niveau des événements marquants, c'est vrai que d'habitude, on ne faisait qu'une seule silent disco. Là, on en a fait 3, dont une qu'on a organisée en collaboration avec les Hivernales. Les Hivernales qui fêtaient aussi leurs 10 ans. Donc, on a trouvé que c'était une bonne manière de marquer le coup et puis de se mettre ensemble pour faire un projet comme celui-là. Et puis en tout début de saison, on a également fait un match d'improvisation théâtrale sur glace. Et vu que l'improvisation, ça vient du hockey, tout est basé sur le hockey, on trouvait ça bien de faire une mise en abîme en fait, d'une patinoire dans une patinoire avec un spectacle d'improvisation théâtrale. Que d'originalité. Est-ce que du côté de Gland, il y a aussi eu des événements marquants cette année? Alors on a fait 4 discos, dont celle du 31 décembre avec le repas. On a eu du broomball. J'ai accueilli des matchs de broomball. Effectivement, c'était les premiers matchs sur Absolument. le terrain de la côte. Ouais, et puis, on a aussi vu sur notre chaîne un tournoi de l'école de hockey. C'est aussi un événement marquant pour la patinoire. Oui, tout à fait. Des petits jeunes pousses qui viennent, on a des images aussi, Greg, si tu peux les envoyer, merci beaucoup, qui viennent pratiquer leur passion. C'est chou de les voir jouer comme ça. Ensuite,
On a aussi les patinoires qui sont ouvertes durant 4 mois et demi. On imagine que vous ne faites pas que ça pendant toute l'année, n'est-ce pas, Jean-Samuel? Tout à fait. Moi, ça occupe quand même une bonne partie de l'année. Ça m'occupe 8 mois quand on considère tout l'administratif, la gestion de ce qui va autour. Et puis pendant l'été, j'ai la chance de travailler à Paléo, ce qui fait que j'ai mes 2 jobs de saisonnier à Nyon. Donc je peux dire que je suis un peu dans les chanceux par rapport à ça. Et ce job de responsable, il engage à beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu fais, Séverine, pendant l'année? Pendant l'année, pendant la saison. Pendant la saison de la patinoire. Alors, je m'occupe de la glace, de maintenir la glace, de la refaire 4, 5, 6 fois par jour selon comment elle est prise. Il faut aussi s'occuper de la buvette, du restaurant, de ravitailler, engager du personnel. C'est pareil à Nyon, la glace, c'est tout un art. Tu nous disais avant de commencer l'émission, il faut que elle soit parfaite, que la couche ne soit pas trop grosse. Pourquoi? C'est ça, c'est pour différentes raisons. Pour un confort pour le patineur, pour les hockeyeurs, pour qu'ils aient une glace de qualité. Il y a aussi une question écologique en vrai, parce que plus on augmente la taille de la glace, plus forcément la consommation d'énergie est grande. Donc en fait, quand on garde une glace à un bon niveau, qu'on arrive à maintenir toute la saison, on va garantir, je dirais, une consommation d'énergie relativement légère et surtout une glace de qualité, solide et dure pour les patineurs et les hockeyeurs qui ont besoin de ça, une patinoire où la glace, c'est pas de la guimauve. Ils ont besoin de quelque chose de dur. Donc c'est tout l'intérêt de savoir entretenir une glace pour le confort des utilisateurs. Et les utilisateurs, lesquels sont-ils? Qui est-ce qui vient par exemple à la patinoire de Gland? Alors, il y a les écoles, il y a le public. Dans les soirées privées, j'ai aussi du curling. Donc, je refais la glace aussi pour le curling. Vraiment, je crois que la palette, elle est vraiment grande des gens qui viennent patiner, faire du curling ou d'autres activités sur la glace. C'est pareil à Nyon, il y a la patinoire est publique avant tout, j'imagine quand même. C'est ça, c'est pareil à Nyon. Il y a effectivement aussi les créneaux pour les écoles. Puis nous, on a aussi séparé. Il y a autant justement des patineurs. Il y a 10 ans, il n'y avait que des enfants qui venaient à la patinoire. Maintenant, on voit autant des enfants, des ados qui viennent pour une demi-heure à la pause de midi pour profiter un petit peu entre les cours. Des adultes qui accompagnent les enfants. Puis on a aussi le hockey libre où là, maintenant, on a un groupe d'une vingtaine, voire une trentaine de hockeyeurs qui se retrouvent toutes les semaines et puis qui font leur petit entraînement hebdomadaire comme ça. Donc on commence vraiment à avoir un public aussi fidèle qui commence à avoir ses petites habitudes. Ouais, ça donne des idées aux gens et puis avec un tel succès, on imagine que ça va reprendre l'année prochaine sans jamais s'arrêter. Pour une 10e année, qu'est-ce qui est prévu en cette 10e année, Séverine? Il y a déjà des petits plans? Alors pour l'instant, rien de prévu, ça va repartir, ça c'est sûr, mais rien de concret pour l'instant. On finit une saison avant de recommencer l'autre. Et puis on va vous laisser la finir puisque Jean-Samuel, c'est pas encore fini en fait la saison, même si on ne peut plus aller à la patinoire. C'est ça, on est à bout touchant, une bonne partie du démontage a été fait, et puis là on est dans les bilans pour le club, pour la ville, vu que nous c'est avant tout quand même une collaboration avec la ville de Nyon. C'est moi qui suis ici et je vous en remercie, mais c'est vrai que c'est une collaboration avec la ville de Nyon et que sans la ville de Nyon, ce projet serait juste impossible à mettre en place. Et puis là, on finit le démontage la semaine prochaine, effectivement, avec le gros œuvre. Voilà, merci beaucoup. On va vous laisser finir ce travail dans l'ombre et puis on vous retrouve l'hiver prochain. Merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera à nouveau pleine de sport. Ciao.